et directrice de MedTech Africa qui présente la solution PicoDoc Afrique. Alors, on parlera beaucoup plus de l'expérience au niveau de la télémédecine en Côte d'Ivoire particulièrement et peut-être voir en Afrique puisqu'on a eu quelques rencontres avec certains pays africains, notamment des médecins en Afrique. Alors, tout est parti d'un lien, d'un rapport déjà avec mon petit cursus, je dirais, de consultant. Et donc, où j'intervenais beaucoup dans les hôpitaux, et c'était dans les hôpitaux en Europe. Et venant ici, je suis restée quand même 2 ans directrice de projet au niveau de toute la partie Haïti, au niveau de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'ai rencontré l'intervenant précédent qui est M. Christophe Jacquinet et qui était le précurseur d'ailleurs, qui a eu l'idée de faire la prise de rendez-vous en ligne. Alors, la prise de rendez-vous en ligne, c'était parti, je dirais, tout doucement dans la mesure où l'Afrique parlait beaucoup de télémédecine, mais pas précisément de ce qu'il y avait dans la télémédecine, parce que c'est un vaste terrain. Donc, je parlerai d'abord de ce qui nous a amené à créer cette application et à reprendre, si je peux me permettre de le dire, cette application au service éventuellement de la médecine chez nous. Donc, la prise de rendez-vous en ligne, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait pour désengorger, je dirais, aujourd'hui, les hôpitaux, je dirais, les cliniques, parce que pour ceux qui connaissent l'Afrique, on a des rendez-vous, je dirais, à 8 heures du matin et on est reçu à 10 heures parce que il y a une foule énorme déjà dans les salles d'attente et que les rendez-vous sont pris un peu carré, si je peux me permettre de dire ça. Et ensuite, il y a la téléconsultation qui arrive. Donc, ça sera le deuxième point que j'évoquerai. La téléconsultation, aujourd'hui, on en parle beaucoup de la téléconsultation, mais on ne sait pas trop comment prendre la téléconsultation et comment la faire, et je dirai pourquoi. Ensuite, on parlera du troisième volet, qui est la téléexpertise. Et la téléexpertise, ce sont les médecins qui interagissent entre eux, et je développerai ça précisément. Donc, je ne ferai peut-être pas la genèse, mais comme je l'ai dit, nous avons, avec PicoDoc, on a repris, je dirais, l'initiative qui a été mise en place par la société dont je venais, qui était RéseauDoc, qui avait commencé en Côte d'Ivoire et qui est passé en disant qu'on allait intervenir effectivement sur l'Afrique en général. Malheureusement, l'aventure n'a pas démarré. Et qu'est-ce que je me suis dit? Au début, j'étais sceptique, je ne vous le cache pas, en disant que même moi, venant en Afrique, il était inimaginable que je puisse me faire soigner à distance, que je puisse prendre rendez-vous, parce que ça ne faisait pas partie de nos mœurs et ça ne fait pas partie, je dirais, de notre culture. Or, elle était destinée à nous. Puisque ça n'a pas marché, je me suis dit, non, il faut y aller, parce qu'en étant sur le terrain, en approchant les médecins, je me suis rendu compte qu'on avait un besoin énorme, surtout en province. Cette télémédecine, il fallait de la pédagogie pour pouvoir l'installer et beaucoup d'outils adaptés à la réalité du pays. La réalité du pays, c'est d'abord la Côte d'Ivoire et après la Côte d'Ivoire, la sous-région. Cela dit, il y a eu une étude de marché qui a été faite. Il y a eu une approche, je dirais, sur le terrain qui était très importante, de rencontrer les acteurs, c'est-à-dire les médecins et le corps médical, je dirais, dans sa globalité, pour pouvoir installer ces solutions-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 3 tiroirs, comme je vous l'ai dit. La prise de rendez-vous en ligne, la téléconsultation, suite à ce fameux boom de la Covid qui est venu nous bousculer un peu et qui nous a obligés, je dirais, à avoir un outil à la pointe pour pouvoir éventuellement faire de la téléconsultation. La prise de rendez-vous, ok, ça va, ça rentre dans les mœurs. Elle est aujourd'hui dans un hôpital qui est le plus grand, je ne sais pas si je dois le citer, cette clinique de référence, je dirais, ce qui est la PISAM en Côte d'Ivoire.
On a eu du mal au départ, si je dois parler de ce qui s'est passé. On a eu du mal parce que les patients déjà ne voyaient pas trop à quoi ça servait de prendre rendez-vous, que quand ils arrivaient, le médecin, quand il les connaissait, leur disait « vous pouvez passer » et celui qui était là, quand on ne le connaît pas, il passait après. Donc, on a essayé de faire toute une pédagogie, de leur expliquer que c'était pour eux et pour aussi le médecin, parce qu'il était très important de convaincre les médecins qui n'étaient pas convaincus de la solution pour la prise de rendez-vous, en disant c'est pas ce qui va réguler un peu ma salle d'attente. Au fil de l'eau, 6 mois, je dirais 6 mois de travail, de formation, de pédagogie, on a arrivé à leur faire comprendre que c'était très utile. Ça fait une petite tache d'huile, si je peux dire ainsi. Et on s'est vu appelé par plusieurs petites cliniques et plusieurs médecins. Aujourd'hui, on a 25 médecins sûrs, une cinquantaine en attente parce qu'on est dans la phase pilote. Et on a 2 grandes cliniques. Une clinique qui l'utilise, c'est la PISA, et une deuxième clinique, mais c'est un groupe qui est Novamed, et pour qui on veut faire un pilote, mais qui a 12 cliniques. Et voilà, on est en train de faire du terrain petit à petit et les petites cliniques qui viendront s'y greffer parce que nous sommes en phase de négociation, pour ne pas dire on est en train d'un pourparler. Ensuite vient la téléconsultation, là où le problème vraiment se pose. La téléconsultation, à chaque fois qu'on en parlait, bah, les médecins étaient sceptiques. Je ne parle pas des patients, parce que je dirais après ce que les patients, l'adhésion était à 2 niveaux. Les médecins, c'était, oh là, moi, il me faut toucher mon patient. Bon, ok. Ça marche très bien peut-être parce qu'en Europe, il y a la Covid qui est venue un peu dévaster et donc ça marche. Mais ici, ce n'est pas évident. Je ne crois pas que mes patients adhéreront. On s'est rendu compte au fil de l'eau, au fil des rencontres avec les médecins, que la téléconsultation était faite, mais sur WhatsApp. On s'est dit, mais attendez, WhatsApp, pas de sécurité. WhatsApp, on peut divulguer les informations et ça marche parce que les gens ont peur d'aller à l'hôpital parce que la Covid est en train de prendre du terrain. Donc, OK, il faut faire autrement. Il faut leur expliquer que la sécurité de WhatsApp n'est pas la sécurité qu'on a aujourd'hui sur une appli et qui est réglementée. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il a fallu toucher les patients. Et je l'ai dit, les patients, c'était à 2 niveaux. Les premiers, c'était, je mets en guillemets, ceux qui en avaient entendu parler de ce qui se passait en Europe, qui savaient exactement plus ou moins à quoi ils devaient s'y attendre. Et ça marchait en disant c'est une très bonne chose pour l'Afrique, c'est une très bonne chose pour les zones rurales, c'est une très bonne chose pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer même en ville et qui ont des difficultés avec les embouteillages, c'est-à-dire les bouchons que nous avons ici. Ensuite, il y a ceux qui disent, mais si le médecin ne me touche pas, comment vous voulez qu'il me soigne? Et c'est ceux-là sur lesquels il fallait maintenant vraiment s'attaquer pour dire, il faut leur expliquer ce que c'est la téléconsultation. Après, il y avait, comment on paye? OK, modifier la solution, puisque je ne sais pas si vous avez vu un peu ce que nous on avait mis, ce qu'on a mis en place dans cette solution. On a introduit le mobile money. On n'a pas laissé seulement la carte bancaire, parce que la carte bancaire n'est pas aussi vulgarisée que le mobile money, parce qu'on a 3 opérateurs, voire un 4e aujourd'hui qui vient bousculer un peu les habitudes de paiement. Et donc, il fallait s'insérer. Ça n'était pas gagné. On l'a fait, on l'a testé. Comme je dirais, Dieu merci, excusez-moi, ça marche. C'était ça. Et après, deuxième question, des patients. Mais qui rembourse? Est-ce que les assurances remboursent et les mutuelles? Ah, OK. Est-ce que le ministère de la Santé valide cette application? OK. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est posé la question, on dit, il faut y aller très vite. On a réuni toutes les sociétés d'assurance, y compris les médecins, les grandes cliniques. On a eu à peu près 30 personnes
On s'y attendait pas. Ils ont tous répondu présent. Et le thème, c'était la téléconsultation peut-elle être faite chez nous en Afrique? On est sorti avec un 70%, voire 80%, oui. Est-ce qu'elle peut être remboursée? Oui. Parce que c'est une consultation à part entière. Et moi, j'ai dit, je mets un bémol. Consultation à part entière, oui, mais à 3 tiroirs. Premier tiroir, c'est le suivi, parce qu'il faut un suivi. Nous avons ici le palu, nous sortons de petites, il y a des AVC, ça c'est vraiment le mal en ce moment qui se fait ici. Nous avons des insuffisances rénales. Bon, tout cela, nous on dit avec la téléconsultation, on peut avoir un suivi sans pour autant se déplacer avec la distance qui est très difficile chez nous ici. Ensuite, il y a le contrôle post-Covid, post-hospitalisation du palu et la typhoïde, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est là où je dis, premier tiroir, c'est le suivi. Deuxième, c'est le contrôle. Et au moins, on se fait suivre grâce à la téléconsultation. Et il y a la consultation elle-même. Mais la consultation, ça sera la première prise en charge du patient. Parce que les questions qu'on se pose, ah ben si on fait la téléconsultation, on n'a plus besoin de se déplacer. Oh que oui. Et tout à l'heure, j'ai écouté M. Jacquinet qui disait, c'est très réglementé en France. Je dirais, ici, peut-être on ne va pas parler de très réglementé, mais on va réglementer nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il faut sensibiliser la population pour leur dire, la téléconsultation n'empêche pas de voir son médecin. La téléconsultation ne se fera que lorsque vous avez, je prends un exemple, un enfant qui a mal aux dents, peut-être qu'il est 2 heures et que ce n'est pas une crise énorme, on peut avoir une téléconsultation, le temps d'aller voir son médecin le lendemain, ben c'est ça la téléconsultation chez nous. La téléconsultation, ben c'est le suivi, comme je le disais, ben on n'est pas bien, on a pris des cachets, on a eu un AVC, on a eu la fièvre typhoïde, on est suivi parce qu'on a aussi le cancer, malheureusement. Et ça, c'est un suivi qui peut se faire parce que le patient ne se sent pas bien et qu'il a des questions à poser. Et le contrôle, bien sûr, c'est celui qui sort de une post-hospitalisation. Donc, tout ça réuni, c'est ce qu'on est en train de mettre aujourd'hui et qui rentre dans ça rentre un peu dans les mœurs, ça commence à venir. On nous appelle, et je vais vous surprendre, peut-être pas, hein, peut-être pour ceux qui sont aguerris, ben, ce sont les sociétés aujourd'hui qui nous appellent pour réguler le taux d'absentéisme. Ils ont vu mais un taux d'absentéisme vertigineux parce que les collaborateurs avaient peur déjà d'aller dans les hôpitaux, ils restaient chez eux, ils disent, mais nous, on ne peut pas y aller parce que quand on a été avec la Covid, il y a du monde, donc on préfère rester se soigner chez nous. Ils n'ont pas la possibilité d'appeler le médecin des entreprises et donc, taux d'absentéisme élevé. Et nous, on est venu avec notre solution et ce sont les sociétés qui nous appellent, qui disent, on a besoin de la téléconsultation parce que la téléconsultation va nous aider à réguler le taux d'absentéisme. Voilà où on en est aujourd'hui avec la téléconsultation et j'irai très vite avec la téléexpertise puisque là, je touche vraiment au personnel médical. On en a besoin et je dirais qu'aujourd'hui, le CHU de Boaké, où on doit faire une présentation officielle le 2 novembre, utilise la téléexpertise pour avoir un lien, et je dirais c'est la télésurveillance, avec les infirmiers et les médecins débutants dans les provinces, c'est-à-dire 22 sites, où il y a des jeunes médecins, où il y a des infirmiers, et ils dialoguent comme ça en faisant des consultations, notamment sur le CG. Donc, la téléexpertise, peut-être pour des cours, comme ça se passe au Bénin ou dans d'autres pays, pour l'université, pour les médecins de province qui veulent échanger pour une pathologie un peu particulière avec les médecins aguerris et je dirais les experts. Et donc, voilà les 3 éléments aujourd'hui qui nous ont permis de pouvoir bien approfondir et mettre au service de notre pays et de la sous-région sûrement la télémédecine dont j'ai exposé aujourd'hui. Voilà.
Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Est-ce qu'il y a sur Internet des questions sur cette innovation en Côte d'Ivoire? Vous aussi, vous avez donné votre site Internet, votre adresse Internet, donc s'il y a des gens qui veulent vous contacter, ils peuvent bien sûr le faire. Moi, j'ai une question sur la diapo que vous avez présentée. Il y a un certain nombre d'acteurs français. Est-ce que vous utilisez une plateforme qui a été montée en France ou est-ce que vous avez monté la plateforme directement en Côte d'Ivoire? Alors, on s'est trouvé à démarrer en France et on la termine en fait en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que cette plateforme, il a fallu complètement la modifier. Et le mot le dit, on l'a tropicalisée. La plateforme maintenant est dédiée Afrique parce qu'elle est complètement transformée. Et je vous donne juste un exemple. En France, avec une plateforme de téléconsultation, on vous pose ce genre de questions, votre numéro de sécurité sociale, et on vous présente le médecin. Ici, non. Il n'y a pas seulement le numéro de Sécu, déjà, il n'existe pas comme celui de France. Tout le monde n'a pas un numéro CNPS, qui est l'équivalent de la sécurité sociale, sauf qu'ils ont un numéro de dossier au niveau de la clinique. Ça, c'est la première chose qui doit être modifiée. Ensuite, il y a les assurances. Le médecin ne vous prend en visite, en consultation, que quand vous lui précisez vous avez une assurance et laquelle et à quel niveau et à quel pourcentage. Donc, la plateforme ne pouvait être que, je dirais, tropicalisée. Et vous n'avez pas aussi, en Europe, on n'a pas le mobile money. Ben ici, il était très important que dès que vous cliquez téléconsultation, les médecins nous disent, il faut absolument qu'on paye avant que la consultation ne soit faite parce qu'on n'a pas possibilité de retrouver notre patient. Donc, la plateforme est vraiment africaine. Merci pour ces précisions. Toujours pas de questions? Je ne vois rien. Messieurs, vous ne voyez rien sur votre écran non plus? Je ne sais pas. J'entends des voix, je ne sais pas. Non, je ne vois pas de main qui se lève. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en train de regarder à développer ça également dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez nous en dire un peu plus? On a été contacté par une société qui existe déjà, qui est au Burkina, et par l'hôpital du Mali. Et en fait, il faut savoir que la télémédecine existe un peu partout. Il y a beaucoup de solutions qui ont été faites et on s'est rendu compte qu'il faut beaucoup de partenariats. Et donc, c'est le partenariat sur des solutions existantes, mais qui n'ont peut-être pas cette finesse qu'on utilise aujourd'hui, puisque c'est un travail quand même de 18 mois. Et c'est surtout le mobile money, la télé-expertise qui plaît beaucoup aux pays africains. Donc, quand je dis qu'on est en train de voir dans la sous-région, ça fera beaucoup par partenaire. Il y a des solutions qui existent, et j'ai cité le Burkina, le Mali. Il y a aussi le Cameroun, mais qui est en train de mettre quelque chose en place. Mais ils ont besoin de ce qu'on puisse faire une synergie pour dire, vous avez ça, nous, on a ça. Comment on peut avoir un produit phare pour pouvoir développer dans chaque pays. Et je trouve que c'est une très bonne chose. On ne va pas aller sur le schéma, on est les héros. Non, en Afrique, il ne faut pas penser comme ça. Il faut dire, on a une solution peut-être adaptée à la Côte d'Ivoire, on va la modifier peut-être pour le Sénégal, pour le Bénin, pour le Mali, et on cherche des partenaires pour dire, on y va ensemble, c'est vous qui connaissez mieux le terrain, parce que quand on ne connaît pas le terrain, je peux vous dire qu'on a du mal à pénétrer le marché. Christophe Jacquinet mentionnait tout à l'heure la possibilité de chercher de l'expertise dans d'autres pays plus lointains. Il parlait des Indes, il parlait éventuellement des États-Unis ou de l'Europe.
Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez également ou est-ce que la réglementation ou je ne sais pas, la structure du marché rendrait cette hypothèse difficile? Bah, alors, l'histoire, je la raconterai pas parce que vous vous doutez que déjà on est un pays francophone et il faut parler de. Les gens sont très sceptiques. Attention, c'est bien beau, mais une fois qu'on parle, je dirais, de l'Europe, mais plutôt de la France, hein, il faut le dire, hein, les mots, on est tout de suite, c'est ah ouais, oui, ok. Quand on s'éloigne un peu plus, quand on sait aussi, on ne connaît pas très bien le milieu médical aux États-Unis, on ne connaît pas très bien, à part la technologie qu'on maîtrise plus ou moins en Inde, mais nous, on est à deux niveaux, c'est-à-dire la solution, oui, mais attention, elle doit être avec les éléments qui constituent cette solution, mais elle est européenne. Pour l'instant, on reste avec les partenaires européens si on doit faire l'international, mais pas plus loin que l'Europe pour l'instant, et peut-être envisageable. Vous savez, on ne dit jamais non. Tout va très vite et on peut avoir besoin peut-être de l'Inde, mais pour l'instant, non. Je dirais, on reste d'abord dans notre précaré européen, voire français. Merci beaucoup pour ce témoignage, encore une fois très, très intéressant et qui démontre que des idées simples permettent de transformer l'existence de beaucoup de gens. Et c'est quand même ça qu'on recherche. Merci. Merci. Merci.